Bonjour à tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour un midi conservation mensuel, donc organisé par le réseau de milieux naturels protégés. Donc pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois, sachez que votre micro et votre caméra, ils sont désactivés. Donc tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions en les écrivant dans la boîte questions-réponses. Et à la fin, vous aurez aussi l'occasion de vous signaler si vous souhaitez poser une question de vive voix. Vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Esteban Salcedo, qui nous parlera de la participation citoyenne et des lois environnementales, donc un processus de communication accessible en Amérique du Nord. Donc, Esteban Salcedo est conseiller juridique auprès de la Commission de coopération environnementale, soit CCE, et c'est une organisation internationale regroupant le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et l'organisation est chargée de favoriser la coopération et la participation du public afin de protéger l'environnement en Amérique du Nord. Donc, Maître Salcedo œuvre notamment dans la mise en œuvre du processus SEM, donc SEM, un mécanisme permettant aux ressortissants de trois pays membres de la CCE de soumettre des communications concernant l'application effective des lois environnementales. Avant d'intégrer la CCE, Maître Salcedo a travaillé avec Nature Action Québec sur des projets d'acquisition à des fins de conservation. Il a également enseigné à l'Université d'Ottawa et il a travaillé sur des dossiers divers auprès du ministère de la Justice fédérale. Maître Salcedo détient une maîtrise en droit international public de l'Université d'Amsterdam et un baccalauréat en droit civil de l'Université de Montréal. Il est également membre du barreau du Québec. Esteban, bonjour. La parole est à toi et je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Merci beaucoup, Lolia, pour cette introduction qui couvre déjà des petits aspects introductifs de mon bord, fait que ça va être encore plus simple. Je vais juste voir si je suis capable de bien partager mon écran. Euh, voilà. Est-ce que ouais, tout est visible? Parfait. Oui, donc merci encore à Lolia et au RMN de m'accorder cette tribune et merci à vous de passer votre heure de lunch avec moi pour que je vous explique ce mécanisme qui est relativement peu connu mais quand même intéressant pour soulever des enjeux au niveau de l'application des lois de l'environnement dans les trois pays et qui peut mener à un processus et à des résultats quand même assez intéressants, notamment au niveau de donner une certaine visibilité à des problématiques environnementales. Là, j'essaie de passer à ma prochaine slide et j'ai un peu de misère. Euh, voilà. OK. Donc, je pense que tu l'as lu, là, lien à notre mission. Puis en étant dans la salle d'attente, j'ai également vu la mission du RMN que tu partageais. Puis ça me permet, en fait, de dire que on partage des missions quand même assez similaires et qu'il y a des aires, sinon de chevauchement, de complémentarité entre le travail. J'assume que j'ai un public qui est grandement dans le domaine de la conservation. Donc oui, effectivement, notre mission, c'est de favoriser une coopération efficace et la participation du public pour conserver et protéger et d'améliorer l'environnement nord-américain dans une perspective de développement durable et au profit des générations actuelles et futures. Donc ça se recoupe pleinement avec nos missions respectives. Et je pense que la raison pour laquelle je souligne ça, c'est euh, pour vous, dans le fond, pour vous encourager, vous inciter à voir des potentielles collaborations et puis à m'écrire, à nous contacter, à bien regarder l'agenda coopératif de la commission qui quoi qu'au-delà de la présentation d'aujourd'hui, offre des possibilités de collaborer, notamment en matière de subventions dans des thématiques données. Et on pourra en jaser un peu plus et je resterai disponible. Je donnerai mon courriel pour pouvoir discuter de ces opportunités de collaboration dans un autre, à un autre moment. Rapidement, au niveau de notre structure.
Des fois, c'est des créatures étranges, les organisations internationales, et les gens ont de la misère à comprendre exactement comment est-ce que toutes ces pièces fonctionnent ensemble. Donc, on a trois organes. On a le secrétariat, duquel je fais partie et pour lequel je travaille comme conseiller juridique au sein de l'unité des affaires juridiques ESEM. Donc, le secrétariat est comme l'organe facilitateur, celui qui s'assure des opérations quotidiennes de l'organisation, qui a des employés, des fonctionnaires internationaux finalement, qui ont une neutralité, disons, par rapport au Conseil, qui lui est l'organe politique et qui est composé des ministres de l'environnement des trois pays, donc du Canada, des États-Unis et du Mexique. Et finalement, on a un troisième organe, le CCPM, qui est le Comité consultatif public mixte, autrement l'organe de participation publique. Euh, C'est-à-dire qu'on a trois membres désignés pour chaque pays, pour un total de 9. Et ce sont des gens de la société civile qui vont soulever des préoccupations existantes dans les trois pays auprès du Conseil pour que le Conseil, dans l'élaboration de sa stratégie et dans toutes ses sphères d'action, incorpore et considère des enjeux qui sont de préoccupations citoyennes soulevées par le CCPM à l'intérieur même de la Commission. Ensuite, juste au niveau de la constitution de la commission, celle-ci a été créée en 1994 dans le cadre des négociations qui ont abouti à l'ALENA, donc le premier accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais toutes les dispositions qui ont instauré la commission se retrouvait dans un accord parallèle qu'on appelait l'accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement. Donc l'ALENA et l'ANACT existaient côte à côte. On avait donc la commission qui doit son existence finalement à cette relation de libre-échange entre les trois pays, mais qui avait ces modalités d'opération dans un instrument distinct. Ensuite, en 2020, quand on a passé de l'ALENA à l'ACEUM, donc l'accord Canada-États-Unis-Mexique, dont on entend souvent parler depuis environ un an dans les nouvelles, on a essayé de répliquer cette même formule, c'est-à-dire qu'on a l'accord de libre-échange, l'ACEUM, et un autre accord parallèle, l'ACE, accord de coopération environnementale, sauf qu'il y a une petite différence cette fois-ci au niveau du mécanisme SEM, donc le processus que je vais vous expliquer plus en détail dans les prochaines diapositives. Et c'est que les trois pays ont décidé d'incorporer toutes les dispositions qui sont liées au fonctionnement du processus, non pas dans l'accord parallèle, mais directement dans l'accord de libre-échange. Donc, l'accord de libre-échange a le chapitre 24, qui est un chapitre qui traite euh, de l'environnement et à l'intérieur de ce chapitre, on a deux dispositions, l'article 24-27 et l'article 24-28, qui vont régir tout le fonctionnement des communications ou du processus SEM, là, ce sont des termes équivalents. Euh, Disons que l'intérêt dans ce changement, c'est tout simplement qu'on voit je pense que on donne un plus haut profil, on renforce finalement le mécanisme de communication en disant non, on veut pas le mettre dans un accord parallèle, mais on veut vraiment le mettre dans le corpus, dans le texte même de l'accord de libre-échange. Donc ça, c'est la réalité qui existe en date d'aujourd'hui et depuis l'entrée en vigueur en 2020. Là, maintenant, qu'est-ce qu'une communication sur des questions d'application ou
le SEM. Une communication, c'est essentiellement une plainte ou un document qui est soumis au secrétariat, à mon unité particulièrement, par une personne résidant au Canada, aux États-Unis ou au Mexique. Et cette communication, elle doit alléguer qu'une partie, donc on appelle communément une partie les États au traité, donc Canada, États-Unis ou Mexique, dans un contexte de droit international. Quand on parle de partie, on parle vraiment d'un de ces trois États. L'auteur de la communication, la personne qui va soumettre cette plainte, elle doit alléguer que un des trois pays omet d'appliquer de manière effective ses lois environnementales. Là, je reviens au premier point. Quand on parle de personnes résidentes, on inclut tout autant les personnes physiques que les personnes morales. Donc, ça peut vraiment être les citoyens à titre de particulier, ou ça peut être une personne morale comme un organisme à but non lucratif, ou même une corporation à but lucratif, là, n'importe quelle autre association qui est incorporée en vertu des lois d'un des trois pays au traité. Euh, Là, je vous amène à la définition de loi environnementale aux fins du processus SEM. Puis je m'excuse pour la diapositive assez dense. Je vais pas vous lire le texte. Et puis, somme toute, ce qu'on entend comme loi environnementale, c'est quelque chose qui obéit à la conception populaire, là, à ce qu'on entend communément comme une loi environnementale. Donc, ça va être tous les instruments législatifs qui vont soit réglementer ou prohiber la pollution, qui contrôlent des substances ou des lois qui vont qui contribuent à l'aménagement du territoire ou des lois qui vont protéger des habitats et des espèces de faune et flore. Euh, Par contre, ce qui est assez particulier puis qui soulève un petit peu plus de réaction, ce n'est pas la définition de loi environnementale, mais c'est ce qu'on entend comme loi aux fins du traité. Et ce qui nous permet finalement de nous pencher sur une communication dans le cadre du processus SEM ou qui nous oblige à la refuser parce qu'elle ne remplit pas un des critères d'admissibilité. Euh, on considère uniquement pour les fins du mécanisme euh, qu'une loi ou un règlement est un instrument juridique qui émane du gouvernement central, donc du gouvernement fédéral canadien en ce qui nous concerne. Et puis, j'attire votre attention au fait que tant aux États-Unis qu'au Mexique, au Canada, on a des pays fédérés hautement décentralisés et à l'intérieur desquels euh, tout ce qui est environnement est en grande partie régi soit par des lois provinciales, donc des lois québécoises en l'espèce, mais aussi des lois qui proviennent des différents États, soit aux États-Unis ou au Mexique. Donc vraiment pour qu'on puisse se pencher sur une communication, sur une plainte, il faut vraiment que l'omission d'appliquer une loi par le pays prétendument fautif soit une loi fédérale. Donc on peut penser à la loi sur les espèces en péril, la loi sur l'évaluation d'impact, mais il faut vraiment aller chercher un instrument juridique fédéral parce que si on vient à invoquer la loi sur l'aménagement et l'urbanisme au Québec, ben, la plainte sera tout simplement rejetée parce qu'elle vient du gouvernement provincial. Ensuite, je vous montre ce schéma, ben, plutôt cette ligne du temps avec les différentes étapes du processus pour vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à partir du moment du dépôt de la communication et quelle peut être l'issue de de ce processus. Donc, quand on reçoit une communication, le compteur est déclenché et le secrétariat, donc mon équipe, va avoir 30 jours pour analyser cette communication et émettre une détermination au niveau de son admissibilité. On va regarder
tous les critères qui existent dans l'article 24-27 que je vous ai mentionné plus tôt. Et puis, sans faire une revue de tous ces critères, je vous donne des exemples. On va s'assurer que la communication soit en français, en anglais ou en espagnol, qu'elle identifie clairement des dispositions dont le pays qui est prétendument fautif omet d'appliquer de manière efficace. Il faut que la description de la problématique environnementale soit suffisamment claire pour qu'on soit en mesure vraiment de comprendre quel est le lien entre les dispositions qui sont invoquées par l'auteur de la communication et puis la problématique, que ce soit une problématique de pollution, de protection d'espèces menacées ou autres. Et ensuite, une fois qu'on émet cette détermination et qu'on juge que la communication, la plainte est admissible, on va aller solliciter l'État qui est interpellé. Fait que je vais prendre pour l'exemple le Canada. On va se diriger vers le Canada à travers le ministère de l'Environnement, donc Environnement, Changement climatique, et on va exiger du gouvernement canadien une réponse. Et c'est l'opportunité pour le gouvernement de se défendre, entre guillemets, de venir dire, bon, en ce qui concerne l'application de l'article X, c'est pas vrai qu'on omet de l'appliquer parce que on a euh, telles activités de surveillance, on a émis des amendes pour non-respect de ci, de ça. On a des initiatives, on a des équipes de terrain qui font de la surveillance. Bon, tous les arguments qui vont servir au gouvernement pour exposer la situation selon sa perspective. Et ensuite de ça, quand on reçoit la réponse du gouvernement, et puis là, on est rendu à l'étape numéro 4, on va regarder comme secrétariat, donc mon équipe et moi, on va regarder la communication initiale, la réponse du gouvernement, côte à côte, et on va voir si, à la lumière de ces deux documents, euh, il existe encore des éléments qui demeurent ambigus, qui mériteraient d'être abordés avec beaucoup plus de profondeur. Donc, dans le cas où la réponse du gouvernement, elle est suffisamment claire, le processus finit là. Mais dans le cas où la réponse du gouvernement laisse des questions ouvertes, à ce moment-là, nous, on va recommander l'élaboration d'un dossier factuel. Le dossier factuel, c'est un rapport d'enquête qu'on va produire nous-mêmes. Par contre, et puis là, ça c'est une des particularités du droit international des fois et de, 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 de secrétariat comme organe, c'est qu'on n'est pas indépendant de la volonté des parties. Donc, avant de pouvoir s'embarquer dans un projet de rapport d'enquête, il faut qu'on ait l'autorisation des membres du conseil. Donc, deux des trois membres du conseil, puis là, ça c'est l'étape numéro 1 ici dans cette nouvelle diapositive, doivent nous donner des instructions et nous autoriser à poursuivre ce processus-là. Et dans l'éventualité d'un vote ou plutôt d'une instruction favorable, on va avoir 120 jours pour l'élaboration de ce rapport, ce qui est quand même très peu de temps si on considère le fait qu'il faut faire des demandes d'accès à l'information, qu'il faut faire des visites terrain, qu'il faut colléger, vraiment comprendre et puis ensuite de ça, représenter l'information qu'on collecte de manière claire, concise et accessible au public. Et puis une fois qu'on produit une première ébauche, ce qu'on appelle le projet de dossier factuel, on va le soumettre au conseil, aux membres du conseil, donc aux trois pays, et eux, ils auront la chance de faire des commentaires sur le texte. Et en dernier lieu, on reçoit la version commentée, on incorpore les commentaires et puis on publie dans les 30 jours de la réception de ces commentaires-là le dossier factuel final, à moins
que deux de trois membres s'y opposent. Puis là, après ça, il y a des étapes de suivi, le 6, le 7, notamment à travers un comité d'environnement et la partie même qui peut fournir des mises à jour dans l'année qui suit le dossier factuel pour dire, bon, depuis qu'il y a eu le dossier factuel, on a mis en place telle et telle initiative pour protéger l'espèce en question dans le dossier factuel, euh, des choses comme ça. Ce graphique ici vous donne une idée du nombre de communications reçues depuis le début, depuis l'existence du mécanisme et les proportions par pays. Donc, vous pouvez voir que depuis ses débuts, depuis 1994, on a reçu 116 communications et de ces 116 communications, 29 d'entre elles ont abouti à un dossier factuel. Bon, dans quelques semaines, ce chiffre-là devrait être porté à 30. On est en train d'en finaliser un. Et puis, vous voyez aussi que la vaste majorité des communications proviennent du Mexique. Et puis ça, c'est dû à divers facteurs, notamment un facteur de visibilité, mais aussi peut-être au niveau de comment, à l'intérieur des pays, on choisit soit une avenue ou une autre pour résoudre ou du moins aborder certaines problématiques environnementales. Dans cette slide, je vous présente les neuf communications qui sont actives à ce jour, mais vu que j'ai été quand même assez technique jusqu'à maintenant, je veux aborder ces communications de manière peut-être plus conceptuelle ou du moins à vous porter à réfléchir sur les liens entre le type de communication qu'on reçoit, dont celles qui sont présentement actives, et le travail que font les organismes de conservation, dont j'assume certains d'entre vous représenter ou travailler en faveur de leur mission. Donc, c'est ça, j'ai identifié les communications pertinentes en vert et je vais les adresser rapidement une à une. Donc, à l'item 2, on a la communication Tren Maya, qui est un projet d'infrastructure de voie ferrée finalement pour un train à des fins récréotouristiques dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Et dans ce projet-là, il y a eu beaucoup de destruction de forêts, de jungles pour construire la voie ferrée. Donc, on a eu une plainte par rapport à ça qui alléguait notamment le non-respect de certaines exigences en matière d'évaluation d'impact, mais surtout de, 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 de fractionnement de corridors écologiques pour certaines espèces importantes de la région et avec un statut. Ensuite, 3, 4, 5, 6, oui, c'est ça. Les quatre qui suivent, je pourrais dire, sont toutes très reliées au changement d'usage des sols. Donc, production d'avocats au Michoacán, exploitation forestière illégale à Jalisco et production d'agave à Jalisco sont toutes des communications qui ont comme problématique de base une conversion des sols finalement en monoculture, à agriculture intensive, donc avec tous les pays qui sont exportateurs de produits agricoles, dont le Mexique. On a cette problématique où beaucoup de forêts est défrichée pour faire place à ces monocultures. Et une fois que ces monocultures-là sont en place, ben, il y a aussi les problèmes liés à l'intensité de, de l'agriculture et à l'utilisation de certains produits et méthodes qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la conservation et une approche durable à la gestion du territoire. Donc, puis je mentionne aussi que en grande partie, sinon entièrement, ces terres-là qui sont visées par les communications et qui exposent la problématique, c'est des terres privées. Euh,
Et puis ensuite, le dernier envers, le point numéro 8, qui est une communication sur laquelle j'ai travaillé un peu plus en profondeur. Donc, projet de fer de chemin de fer dans le Sonora, est une communication qui ressemble un petit peu à celle de Tren Maya, dans le sens où c'est de développement d'infrastructures, de voies ferrées. Cette fois-ci, c'est pas pour un train, à vocation touristique, mais vraiment pour le transport de marchandises. Euh, mais ce qui est de particulier, puis la connexion au travail des organismes de conservation, c'est que le tracé du projet passe à travers une aire naturelle protégée. Et puis, bon, si je fais la traduction littérale, c'est une aire destinée volontairement à la conservation dans le cadre réglementaire mexicain. Puis essentiellement, je pense qu'on peut le comparer soit à une servitude de conservation dans le contexte québécois ou à une réserve naturelle où on a une couche de protection, mais où les terres et les lots continuent à être la propriété d'un particulier. Et puis, finalement, je voulais vous montrer une liste de toutes les communications qu'on a reçues au fil du temps en provenance du Québec ou sinon en provenance du Québec qui visaient une problématique québécoise. Vous allez remarquer quand la dernière, la plus récente, date de 2019. Et puis ça, c'est dû au fait que la plupart de toutes ces communications euh, étaient ancrées sur des omissions d'application efficace de la loi environnementale pour des lois québécoises. Donc, vous vous rappelez, au début de la présentation, je vous ai dit on est limité par le fait qu'on peut uniquement admettre des plaintes qui visent des lois fédérales. Ben, c'était pas le cas antérieurement. Dans le cadre du régime qu'on avait sous l'ALENA, les citoyens pouvaient alléguer des manquements à la législation fédérale, mais aussi à la législation provinciale. Donc ça, c'est comme un aspect qui a été retranché dans la renégociation du traité et la restructuration du mandat et du processus SEM en 2020 avec l'arrivée de l'ACEUM, du nouvel accord de libre-échange. Fait que simplement pour vous l'exposer comme piste de réflexion et vous montrer comment cette limitation-là elle peut changer le genre de plainte qu'on reçoit, mais aussi la distribution géographique des plaintes, des plaintes qui font l'objet d'une d'une analyse à la CCE dans le cadre du processus SEM. Euh, Ça conclut ma présentation. Je pense que c'est quand même assez dense comme contenu. J'aimerais beaucoup avoir, je pense qu'on a encore du temps pour des questions. Fait que si on peut échanger, si je peux répondre à vos questions, ça va me faire vraiment plaisir de le faire. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Esteban. Avant d'aller à la période des questions, j'aurais juste... je ne trouve plus comment partager mon écran, excusez-moi. Euh, Voilà, la page a disparu. Donc oui, avant de passer à la période de questions, c'était juste pour vous donner une petite information pour vous dire que pour de prochains événements à venir, on a le Sommet national des organismes de conservation. Nous retrouvons aussi Esteban sur un des panels. Donc c'est du 24 au 26 novembre à Victoria. Euh, et ensuite, j'en profite aussi pour vous annoncer que nous aurons un prochain midi conservation le 10 décembre. Donc, cette fois, ce ne sera pas à la fin du mois, mais ça sera avec Micosfera, qui vous parlera de Fonge. Et nous sommes en train de finaliser la logistique et nous partagerons le lien euh, et la description sur nos réseaux d'ici quelques jours. Et pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à notre infolettre et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux.
Et si vous souhaitez soutenir la poursuite d'Émilie Conservation, vous pouvez aussi faire un petit don pour faire toute la différence. Et donc, tous les liens seront dans le chat. Mon collègue Adam vous aide jamais. Merci, Adam. Donc, voilà pour ça. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire de vive voix. Vous pouvez aussi écrire dans la boîte à questions Q&A. Là, j'en Je vois vois déjà une... une Oui, à c'est ça, de laquelle, Mélodie. à laquelle je peux répondre. Oui, en fait, le dossier factuel sur la baleine noire de l'Atlantique Nord, c'est celui qui est à son étape finale d'élaboration. Donc, ça devrait, écoutez, à moins d'avoir un vote, une instruction à l'encontre de sa publication, ça devrait être rendu public de manière assez imminente là, dans le prochain mois. Et puis, oui, certainement, c'est consultable. J'avais manqué le dernier bout de la question. Donnez-moi une petite seconde, je vais aller chercher le lien puis je vais vous le partager sur le chat. Oui, merci, Stéphane. Est-ce que même les communications qu'on avait vues, par exemple, sur le train de Maya aussi, c'est partageable? Oui, donc là, je vais vous envoyer. Là, j'ai spécifiquement identifié la page pour la communication de la baleine noire, mais je vais aussi vous partager la page d'accueil. Euh, donc, voilà. Puis juste si vous rendez sur le deuxième lien, qui est la page d'accueil pour le SEM, simplement dérouler un petit peu vers le bas, et puis vous allez voir, en fait, oui, c'est ça. Vous allez voir ce qu'on appelle le registre des communications. Donc, vous avez toute la liste et puis vous pouvez filtrer par pays, par s'il y a un dossier factuel ou pas au dossier. Et vous allez être capable de consulter tous les documents, là, à partir de tous les documents, c'est-à-dire la communication, notre détermination, notre recommandation et le dossier factuel s'il y en a un. Ah. Est-ce Ça, qu'il c'est y bonne. aurait Moi, d'autres j'aurais une questions? Vous pouvez question. aussi lever la main. Merci, Adam. Ouais, j'avais une petite question pour toi au niveau de la. On parle de plus en plus de reconnaissance juridique de milieux naturels, comme mettons, il y a eu là avec la rivière Macpay où on parle beaucoup du fleuve Saint-Laurent. Puis je sais qu'il y en a quand même quelques-uns, peut-être au Mexique, me semble, en tout cas. Il y a quand même des pays qui poussent un peu plus et je me demandais si juridiquement il y avait des exemples intéressants que tu as pu voir en fait qui commencent à se mettre en place aussi et ça pourrait se mettre en place à l'échelle du Québec. Oui, ben c'est très intéressant comme question. Puis quand tu as commencé, tout de suite, l'exemple qui m'est venu en tête, c'était celui de la rivière Macpay dans notre contexte québécois. Je suis moins certain. Je sais que, par exemple, euh, disons, plus au sud, en Amérique du Sud, notamment en Colombie, il y a beaucoup d'efforts qui s'est fait pour la reconnaissance juridique, la personnalité juridique donnée à certains milieux naturels, composants naturels. Je suis moins certain de savoir le travail qui a été fait au Mexique ou aux États-Unis, s'il y a lieu. Par contre, si on donne la personnalité juridique à un milieu naturel, moi, je pense que ça pourrait puis là, on jase, mais je pense que ça pourrait parfaitement rentrer dans la définition de personne qui est habilitée à déposer une communication. Elle pourrait être très, très, très intéressante, tu sais, si on reconnaît la personnalité juridique à la rivière Macpain, que la rivière Macpain soit finalement la plaignante, la déposante, l'auteur d'une communication qu'on ait à traiter. Je vois ça comme étant pleinement possible et puis fascinant. Parfait. Y a-t-il d'autres questions? Pour rappel, vous pouvez aussi lever la main et puis on pourrait allumer votre micro. Puisqu'on a peut-être un peu de temps encore, puis je vais le faire rapidement. Je me suis centré sur les communications qui avaient un lien plus direct avec
avec l'aménagement du territoire puis le changement d'usage de sol. Mais si vous vous souvenez de la diapo avec la liste, l'autre catégorie qui est assez prévalente, c'est celle qui inclut la des espèces spécifiques et pour une certaine raison, surtout des espèces marines. Donc, notamment évidemment la baleine noire de l'Atlantique Nord, mais on travaille aussi, on a récemment publié un dossier factuel sur le marsouin de Californie, qu'on connaît comme Vaquita, là, qui est un tout petit cétacé dans le golfe de Californie. Et à cette heure, il doit en avoir, je sais pas, en 6 et 10. Euh, et on a le seul dossier canadien actif en ce moment, qui est un dossier de pollution par navire dans la côte ouest Pacifique. Dans ce dossier-là, euh, je pense qu'on rencontre une problématique qu'on voit de plus en plus euh, dans la sphère environnementale, puis c'est qu'on, en essayant de régler un problème, on en crée un autre. Et donc, ici, euh, ce qui arrive, c'est qu'on a les grands paquebots qui, pour respecter les exigences en termes de qualité des émissions, vont utiliser des systèmes d'épurateurs pour nettoyer tout ce qui est comme matière, métaux lourds dans leur gaz d'échappement, là, exhaust systems, et puis que dans le processus de nettoyer tout ce qui va se ramasser comme émissions atmosphériques, ben, ils captent tous ces métaux lourds et puis ensuite ils les rejettent dans dans la mer. Donc oui, les émissions sont plus propres, mais là, le problème, c'est qu'on affecte l'écosystème marin. Et puis là, dans la communication, tu traite particulièrement de la mer des Salish, où on a les populations résidentes d'orques, donc notamment la population résidente du Sud, qui est très menacée et qui est très sensible et vulnérable face à l'introduction de métaux lourds dans son habitat essentiel. Donc ça aussi, je pense que c'est comme euh, un genre de communication qu'on va certainement recevoir de plus en plus. Bon, on voit ce changement de problème quand on pense au- aux batteries, au lithium, à tout ça. C'est des initiatives pour contrer un mal, mais qui en crée un autre. Fait que simplement pour en partager un petit peu plus. Merci Stéphane. Nous avons trois questions qui sont arrivées dans la boîte QR. Il y a Mélodie qui nous dit est-ce que la communication doit être en rapport avec l'accord des parties ou pas forcément? Si la communication doit être en lien avec le traité, est-ce que j'ai bien compris? Ou Ah, attends, excuse, je l'ai pas, j'avais pas la petite fenêtre ouverte. Donne-moi 2 secondes, je la lis. Oui, pas de souci. Est-ce qu'il y a C'était par rapport à l'accord des avec l'accord parties. des parties? Oui, ok. Ben, en fait, non, puis j'ai pas complètement, j'ai pas très bien couvert ça, mais euh, il faut vraiment alléguer un manquement à un instrument juridique de la sphère nationale du pays. Donc, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que on peut pas examiner des traités, que ce soit le même traité, euh, c'est-à-dire la CEUM ou son accord parallèle. À ce moment-là, on rentre pas dans ce qui est considéré comme loi environnementale aux fins du processus. Donc, il faut vraiment que le plaignant invoque une disposition du droit interne du pays et non pas une disposition d'un accord international. La prochaine question nous vient de Coralie, qui nous demande si, il y aura un enregistrement disponible. Donc oui, l'enregistrement sera disponible sur YouTube dès demain midi. Et puis elle demande aussi si il est possible d'abord de recevoir la diapo. Donc sur ça, est-ce que ce serait possible de partager la diapo aussi, Esteban?
Oui, certainement. Je te ferai parvenir le fichier puis tu pourras le partager. Ça te va-tu comme ça ou? Oui, c'est parfait. OK. Et une autre question de Jeanne Levalet, excusez-moi. Donc, quelle tendance voyez-vous dans votre domaine, donc nature ou nombre des dossiers, par exemple? Oui, ben, je pense en termes de nature, j'ai pas mal couvert ce que j'avais comme piste de réflexion. En termes de nombre de dossiers, c'est très fluctuant. Donc moi, quand je suis arrivé à la commission il y a un petit peu moins de 2 ans, on était la commission commençait à peine de sortir d'un très grand rush là où il y en a reçu. Deux, trois, quasiment dans le même mois. Je pense que c'était sans précédent. Fait que il y en avait les mains pleines. Et puis, la dernière année a été une année relativement calme, où je dirais que on est comme en train d'en recevoir à un rythme de une et demie par année. Mais ça, c'est très fluctuant. C'est la beauté, je pense, d'un mécanisme participatif, c'est que finalement, c'est c'est les citoyens qui décident s'ils veulent se prévaloir du mécanisme ou pas. Mhm. Hmm. Merci, Steven. Ah, il y en a une autre. Donc, savez-vous si la récolte de tourbe est encore légale dans les tourbières, milieux humides au Québec et le reste du Canada? J'ai pas la réponse à votre question, je suis désolé. À voir. Mais moi aussi, j'aurais une question. Donc, comment va l'interaction entre le processus SEM et puis le monde de la conservation? Et bon, c'est plus une question générale. Euh, qu'est-ce que tu veux dire par comme les intervenants en matière de conservation ou Oui, les intervenants, comment les citoyens versus les organismes de conservation peuvent participer à ce processus-là. Donc, ou bien que c'est sûr que l'intersection entre faire de l'acquisition et la protection des terrains, donc du côté des organismes de conservation, et puis les citoyens qui veulent protéger leur cour arrière aussi. Oui, c'est une question quand même assez complexe. Je pense que, par exemple, tu sais, si je me fie à ce que je connais, les organismes de conservation euh, ont souvent une mission beaucoup plus collaborative, c'est-à-dire qu'ils sont pas nécessairement comme euh, dans le milieu du lobbying ou de la défense juridique qui sont vraiment plus dans le développement de liens, de réseaux, puis des approches beaucoup plus collaboratives là, pour arriver à la conservation des terres. Donc, c'est possible que dans le cadre de cette manière d'opérer, euh, ce soit un peu incompatible avec le dépôt d'une communication, tu sais, tu sais, on se le cachera pas, tu sais, on est quand même en train, ou l'auteur de la communication est quand même en train de pointer le doigt vers un État et en train de dire qu'il est fautif dans son application de la loi. Donc peut-être que des organismes de conservation, euh, serait pas, tu sais, très vite tourné vers le processus SEM comme moyen d'arriver à leur fin. Par contre, on on n'est pas obligé de passer par une entité quelconque. On peut le faire à titre de citoyen individuel. Ça m'amène peut-être à penser. Ça me fait penser à quelque chose. Et c'est que maintenant, dans les communications qu'on a, qui sont actives, on voit vraiment des thèmes comme très, très larges, c'est-à-dire, tu sais, on cible toute l'industrie de production de l'avocat, de la production de l'agave pour le tequila. Donc, on voit, puis ça, je pense, ça répond à la question antérieure aussi en termes de tendance, des communications qui
abordent comme des problèmes très systémiques. Alors qu'auparavant, on avait des communications qui étaient beaucoup plus, je dirais, délimitées dans l'espace et dans leur considération, c'est-à-dire juste un dépotoir ou un usage industriel incompatible avec la nature d'un certain voisinage, tu sais, à vocation résidentielle. Fait que vraiment la plainte a visé tu sais, une mine en particulier, un dépotoir en particulier, la coupe de bois dans 4-5 hectares derrière la cour de quelqu'un. Et puis ça demeure toujours une possibilité. C'est vraiment juste une tendance qu'on observe, mais on pourrait parfaitement avoir un retour à des communications qui sont plus euh, euh, circonscrits là, en termes du problème qu'elles abordent. Et puis peut-être la dernière chose que je dirais par rapport à ça, c'est que oui, on a des organismes de conservation qui n'auraient peut-être pas pour mandat de déposer une communication, mais on a des organisations vouées à la défense et à la protection de l'environnement qui sont beaucoup plus tournées vers le lobbyisme, vers la, s'assurer d'une certaine visibilité d'une problématique. Tu sais, n'importe quoi, là, mais tu sais, David Suzuki, Éco-Justice, Centre québécois Ouais, du droit de l'environnement, ça, je pense que les organismes de conservation, que ce soit de près ou de loin, ont des liens avec ces institutions aussi. certainement. Emma, avais-tu une question? Ouais, je sais pas à quel point c'est ça, c'est pouvoir y répondre, mais je sais qu'il y a ça, il y a des dossiers assez larges que tu avais présentés. Puis récemment, c'est ça, c'est plus récent, mais on a, tu sais, la loi sur les espèces en péril au Canada, puis il y a comme un projet qui a été approuvé pour détruire, je pense que c'est 1800 mètres carrés ou 1900 d'un habitat du cheval cuivré, qui est une espèce en péril. Je me demandais si c'est ce genre de dossier-là aussi sur lequel vous travaillez. C'est si il y a des citoyens ou des gens qui croient que les méthodes de compensation vont pas nécessairement respecter cette loi pour Mhm. les espèces en péril. Puis c'est des dossiers plus Ouais. spécifiques, mais Ben, c'est super intéressant ce que tu mentionnes. J'ai rien, disons, de concret à te partager. C'est pas un dossier. On n'a rien d'actif là par rapport à ce que tu mentionnes. Mais tu sais, rapidement, loi sur les espèces en péril, gestion des ports et tout ça, je vois. Ben, on parle de compétences fédérales, là. Donc j'assume que ce qu'on applique comme cadre réglementaire est quelque chose qui rentre dans la définition de loi environnementale à nos fins là, et aux fins du mécanisme. Donc, la porte est ouverte, là, ça sent plus. Euh, ouais. ouais, c'est ça, parce que c'est quand même nouveau, je pense, comme approbation du projet, mais c'est ça, c'est comme un projet de dragage, mais que vu que ça va détruire l'habitat, il doit y avoir des mesures de compensation. Fait que c'est comme ça que la loi a été respectée, mais je pense qu'il y a un front qui est un peu plus contre ce projet qui a été approuvé parce que Mhm. c'est une espèce vraiment menacée. Fait que c'est ça, c'est de voir si c'est ce genre de projet-là qui a pu aussi vous impliquer là-dedans, mais Oui, parfait. certainement. Je veux dire, l'impulsion doit être citoyenne, mais dans la mesure où on reçoit quelque chose qui porte sur ça, certainement. Ouais, ben merci. Avec plaisir. Je pense que ça fait le tour des questions. Oui, en effet. Donc, je vais juste prendre le temps pour dire merci encore à Esteban d'avoir pris ton heure sur midi pour nous parler de participation citoyenne et puis les lois environnementales. Sur ce, je souhaite à toutes et à tous un bel après-midi et à la prochaine. Merci beaucoup à Lolia et à l'équipe d'RMN et à vous, les participants. Merci. Et merci. Bonne journée. Au revoir.